15 milliards d'euros. C'est en ordre de grandeur ce que la France a fini par payer pour sauver une seule banque. Tu te demandes comment un établissement public, jadis fierté nationale, a pu aspirer l'argent du contribuable pendant toute une décennie. Bienvenue dans la débâcle du Crédit Lyonnais. Pari industriel hasardeux, cinéma hollywoodien et politique, et un mécanisme de cantonnement si flou que les initiés s'y perdaient. Imagine que ce soit ton argent. Accepterais-tu qu'il finance des pertes cachées derrière des structures aux noms techniques ? Ce que tu vas entendre est documenté et glaçant. Et pour comprendre la facture, il faut remonter au contexte et suivre l'argent, étape par étape, sans détour. Allons-y pas à pas. À la fin des années 80, le Crédit Lyonnais est une banque publique géante, sous contrôle de l'État et de la commission bancaire. Sous Jean-Yves Haberer, la stratégie devient offensive. Prise de participation, immobilier à haut levier, expansion internationale. Quand la bulle immobilière se dégonfle, les pertes explosent. À Hollywood, la filiale néerlandaise soutient Giancarlo Paretti pour racheter Metro-Goldwyn-Mayer. La situation du studio se dégrade, des irrégularités sont relevées et la banque reprend les actions pour protéger sa mise. En France, la banque prend de gros blocs industriels au pire moment. Le bilan se charge de participations illiquides et de créances douteuses. Financièrement, la solvabilité se dégrade. Politiquement, l'idée d'un établissement public en difficulté devient explosive. Le contribuable est exposé. À partir de 1993, l'hypothèse de la quasi-faillite n'est plus théorique. L'État organise un sauvetage. D'abord, des recapitalisations pour tenir les ratios. Ensuite, un cantonnement des actifs risqués pour assainir le bilan. Ce dispositif de défaisance est mis en œuvre en 1995 via le Consortium de réalisation, ou CDR, financé par l'Établissement public de financement et de restructuration, l'EPFR, dont les engagements sont garantis par l'État. Le mécanisme est simple. Le CDR gère et cède les actifs hérités. Ces produits paquets sont reversés à l'EPFR. L'État comble le manque pour rembourser un prêt initial. En parallèle, Bruxelles encadre les aides. En 20 mai 1998, la Commission européenne valide le schéma, mais exige cession et restructuration. En 1991, une privatisation partielle démarre. En 2003, la banque rejoint Crédit Agricole. Dans la pratique, chaque vente et chaque procès allongent la note. Pour la comprendre, il faut voir comment les pertes ont été isolées et financées. Il reste l'axe clé. Il reste l'axe. Voici la mécanique en bref. 1. On isole les actifs toxiques du Crédit Lyonnais dans une structure de défaisance. 2. On dote cette structure d'un financement public pour tenir dans la durée. 3. On vend progressivement, on encaisse et on rembourse un emprunt garanti par l'État. Concrètement, le CDR hérite de dossiers immobiliers en perte, de participations difficiles à céder et de contentieux en France. Il gère, cède quand il peut et attend quand il le faut. De son côté, l'EPFR porte la dette. Un prêt important, à rembourser sur des années grâce aux produits de cession, complétés par des dotations budgétaires. Chaque année, l'EPFR reverse les flux et ajuste la facture publique. En parallèle, la banque assainie poursuit ses activités sous contrainte européenne. Dans cet ensemble, certains dossiers ont un effet démultiplicateur. Le cas Metro-Goldwyn-Mayer l'illustre. Soutenu par la filiale néerlandaise, le rachat par Giancarlo Paretti dérape, la situation se détériore et la banque reprend les actions. Plus tard, l'actif sera revendu, mais la séquence laisse pertes et frais juridiques. Autre bloc, l'immobilier euphoriquement évalué avant l'éclatement de la bulle. À chaque vente, on cristallise une moins-value et on réduit le stock. Viennent ensuite les litiges. En France, le dossier Adidas Tapis devient une bataille au long cours. Une sentence arbitrale en 2008 condamne des entités publiques à verser plusieurs centaines de millions d'euros. Plus tard, la justice annulera la sentence et ordonnera le remboursement. À l'étranger, d'autres affaires portent sur des violations présumées. La transaction limite l'aléa. Au total, 3 robinets alimentent la démat à la facture. Pertes, frais financiers, coût brain judiciaire. En face, 3 allègements. Prix de vente, revenus résiduels, privatisation. Point clé, le coût net dépend du moment des ventes.
Vendre tôt sécurise du cash, mais fige la perte. Attendre coûte des intérêts. Pendant ce temps, Bruxelles impose des cessions, l'État fixe une trajectoire et les équipes arbitrent dossier par dossier. Sur la période, le PFR rembourse, règle parfois des intérêts de retard et appelle le budget quand le CDR ne suffit pas. Les montants bruts impressionnent, mais la bonne mesure est la valeur actualisée. 15 milliards d'euros est un ordre de grandeur net, après récupération, étalé sur plusieurs années. Les jalons sont publics, validation européenne, du 20 mai 1998. Mise en place effective fin 1995. Privatisation partielle en 1999. Reprise par Crédit Agricole en 2003. Entre ces dates, la caisse publique finance, encaisse, puis finance encore. Le contribuable ne paie pas d'un coup, il paie par flux sur une longue période. Année après année, l'opération paraît indolore, mais la somme finale est colossale. Voilà la mécanique. Reste à voir comment tout cela s'est défait au grand jour, qui a déclenché les audits et quels événements ont fait basculer l'opinion. Le dénouement commence quand les pertes cessent d'être masquées par l'euphorie. En 1992 et 1993, défauts immobiliers et dépréciation s'alignent et la banque tire la sonnette d'alarme. Un nouveau management passe des provisions massives et revoit la stratégie. La tutelle publique comprend qu'un simple replâtrage ne suffira pas. Les inspections se multiplient et l'idée d'une défaisance s'impose. Fin 1995, le CDR devient opérationnel. Les actifs sont cantonnés, le PFR porte la dette et la banque reprend une trajectoire plus sobre. Dans les mois qui suivent, plusieurs affaires symboliques émergent. On découvre des pertes gigantesques et des tensions d'intérêt autour du montage initial. En parallèle, le dossier Adidas lié à Bernard Tapie allume des braises politiques. Les procédures s'enchaînent. Actions commerciales, arbitrage, puis mises en cause pénales des années plus tard, avec des faits présumés contestés. Au Parlement, des commissions auditionnent dirigeants et hauts fonctionnaires pour reconstituer la chaîne des décisions. Les rapports pointent montage complexe et d'évaluation fragile. À Bruxelles, en 20 mai 1998, la Commission autorise l'aide d'État sous condition de restructuration et de cession. Ce feu vert impose un calendrier. La banque est recapitalisée, recentrée et préparée à la privatisation partielle de 1999. Dans le même temps, le CDR vend, négocie et provisionne. Certaines ventes se font à bon prix, d'autres entérinent des moins-values. Les comptes publics enregistrent des flux en dents de scie. Chaque loi de finances rappelle la réalité de la garantie publique. Les juridictions financières publient leurs analyses. Elles saluent ce qui a fonctionné et pointent aussi des carences de gouvernance dans l'information, le tempo des arbitrages et la gestion des risques. Peu à peu, un récit s'impose. La banque est sauvée, mais la facture sera lourde. Dès lors, on ne débat plus du combien et du jusqu'à quand. Passons au décompte net. Conséquence directe, l'État a maintenu la banque à flot, puis l'a privatisée partiellement, avant sa reprise par Crédit Agricole. Conséquence durable, le contribuable a payé par dotation et remboursement porté par le PFR. Les sources publiques offrent 3 lectures complémentaires. Lecture 1, la charge de cantonnement, perte nette cumulée sur les actifs du CDR, était évaluée près d'une dizaine de milliards d'euros au début des années 2000. Lecture 2, en valeur actualisée, intérêts inclus, l'effort public converge vers un ordre de grandeur proche de 15 milliards d'euros. Lecture 3, des dossiers spécifiques ont gonflé la note avant d'être partiellement récupérés. Dans tous les cas, on parle de plusieurs milliards sur une longue période. Sur le plan réglementaire, la décision européenne du 20 mai 1998 a encadré l'aide d'État par des cessions et des restructurations. En France, la supervision a été modernisée, avec un contrôle prudentiel renforcé et plus de transparence. Sur le plan judiciaire, des procédures au long cours ont alterné transactions et annulations. Pour les clients, l'activité a continué sous la marque LCL. Pour l'opinion,
Cet épisode rappelle qu'un risque privé porté par une banque publique devient vite un coût public. Au terme du processus, les engagements de l'EPFR ont été apurés, mais la leçon demeure. Ton épargne aurait pu être touchée indirectement. Aurais-tu vu venir les signaux ? Avant de conclure, tirons des enseignements concrets. Que retenir ? 1. Quand une banque publique multiplie les paris privés, le hasard moral s'envole, sépare fonction commerciale et décision publique. 2. Une défaisance transforme des pertes privées en flux budgétaires. 3. Les contentieux coûtent à Dieu cher, même réformés. 4. Repère les signaux, expansion tous azimuts, prise industrielle et bulle IMO. 6. Pour ton épargne, diversifie, garde un coussin liquide, ne confonds pas promesses et sécurité. Reste vigilant face aux promesses sans chiffres. Si tu veux voir plus de scandales financiers exposés, abonne-toi à Money Mystery. Partage cette vidéo pour avertir plus de gens. Quel scandale enquêter ensuite ?